Chaque jour, nous produisons en moyenne 1,2 litre d'urine et jusqu'à 500 grammes de matière fécale. Pourquoi les excréments sont-ils indispensables à la vie et une ressource essentielle à la transition écologique ? On tire la chasse et on n'y pense plus. Les excréments sont devenus un impensé collectif. Et on peut l'avouer, pour les grands enfants que nous sommes, difficile de ne pas sourire à la simple évocation du mot caca. Pourtant, le sujet est sérieux. Pendant des siècles, les engrais humains avaient une valeur. Et en Extrême-Orient, on a fait commerce du jus doré. En Occident, l'industrialisation et l'invention des engrais de synthèse ont tout changé. Nos déjections sont devenues des nuisances à écarter, des fertilisants boudés et des polluants. Mais face au plus grave désastre écologique de l'histoire, reconsidérons ce que nous rejetons si facilement. Déchets corporels, ces excréments intéressants. Et Fabien Esculier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur de l'École nationale des ponts et chaussées au LESU, laboratoire eau, environnement et système urbain, coordinateur du programme OCAPI, programme de recherche action sur les systèmes alimentation, excrétion et la gestion des urines et matières fécales humaines. Et vous venez de publier chez Actes Sud l'excellent ouvrage Une autre histoire des excréments. Et nous sommes depuis Quimper en duplex avec Marine Legrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue à l'ENPC LESU et copilote vous aussi du programme OCAPI. Merci à vous deux d'être avec nous en direct dans nos studios à France Culture et merci à vous également d'être avec nous en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre plateforme préférée, sur Blue Sky, sur notre compte @ScienceCQFD. Alors comment, à travers les époques, les sociétés humaines ont-elles géré les excrétions ? Quand a-t-on commencé à les mettre à distance et comment peut-on imaginer les réutiliser pour une société plus verte? Nous sommes ensemble 1 heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, Fabien Esculier, le sujet peut un peu d'abord prêter à sourire, alors qu'il est très sérieux. Vous aussi, vous devez, en tant que chercheur, faire face aux éventuelles blagues autour de ce sujet. Tout à fait. J'ai d'ailleurs un ami qui commence toujours ses réunions en disant bon, alors d'abord, on va rigoler quelques minutes parce qu'il s'agit de pipi caca. Voilà. Et puis, une fois qu'on a compris que c'était un sujet sérieux, on y travaille. Donc effectivement, c'est un sujet qui fait rire depuis la plus tendre enfance et peut-être que ça nous donne aussi la chance d'avoir un aspect humoristique à notre travail. Mais ça revêt effectivement des enjeux extrêmement importants, que ce soit évidemment du point de vue sanitaire, mais aussi du point de vue environnemental, du point de vue alimentaire, du point de vue de la souveraineté. Et donc il y a tout un tas d'enjeux qui sont entrelacés autour de cette question de la gestion des urines et matières fécales humaines. Marine Legrand, vous aussi, vous faites face à cette farce régressive et à ce tabou. Oui, bien sûr. J'ai pris l'habitude d'aborder, quand on me demande sur quoi je travaille, d'aborder ce sujet préférentiellement à table, hein, puisque c'est l'endroit où on s'attendrait le moins à en parler, où la plupart des gens disent mais il faut surtout pas parler de ça. Donc petite gêne au début et puis grands éclats de rire. Et en fait, le fait d'être à table, le fait d'être justement en train de manger et d'être en lien avec notre corps, notre alimentation, c'est un endroit parfait pour commencer d'abord à rigoler et puis à parler de ce sujet très sérieusement. Puis on voit bien, politiquement, les excrétions sont un sujet peu noble, peu mis en avant médiatiquement. Alors pour bien comprendre qu'on parle d'un sujet essentiel, il faut revenir sur ce point, Fabien Esculier. Que sont les excréments ? Alors, les excréments, donc ça désigne, en fait, on utilise même plutôt le terme excrétion pour être sûr de ne pas se tromper, parce qu'il y a principalement 2 excrétions du corps humain, qui sont les urines et les matières fécales. Il y a aussi une excrétion d'air, donc quand on souffle, l'expiration. En masse, c'est relativement important, mais ça se mélange tout de suite avec le ciel gazeux, le reste de l'atmosphère. Donc c'est principalement les urines et matières fécales qui constituent nos excrétions. Alors de quoi s'agit-il ? En fait, si on regarde comment fonctionne un corps humain ou un animal de façon générale, en fait, on a besoin de s'alimenter pour approvisionner le corps en énergie et en molécules qui constituent notre corps, parce qu'ils se renouvellent en permanence. Et en fait, on ne peut pas renouveler ces molécules à l'infini. Donc, on a besoin de les excréter. C'est ce qui fait qu'en fait, le poids d'un adulte est relativement constant. Et donc, l'ensemble de tout ce qu'on a fait rentrer comme nourriture doit ressortir sous une autre forme. Et en fait, cette forme, ce sont les urines et matières fécales humaines. C'est principalement dans l'urine, c'est souvent peu connu et voire assez contre-intuitif, qu'on excrète la majorité des matières. Donc l'urine, c'est un liquide mais très concentré. Et les matières fécales sont finalement le résidu de ce que le corps n'a pas réussi à digérer, c'est-à-dire à intégrer dans la digestion jusqu'au sang. Et donc finalement, il y a moins de matières qui sont excrétées par les matières fécales. Marine Legrand, en effet, sur le plan biologique, on parle aussi d'excréta. Alors de quoi sont faites les selles et les urines ?
Alors, les selles, les matières fécales, donc elles sont faites, notamment de fibres, hein, que le corps humain n'arrive pas à digérer, mais aussi, d'une partie de notre microbiote intestinal, donc des bactéries, qui, quand elles sont à l'intérieur de notre corps, nous aident, lors de la digestion et composent une partie de nos matières fécales et puis également, d'eau. Donc plus de la moitié de nos matières fécales sont composées d'eau. Et pour ce qui est des urines, donc elles sont composées principalement d'eau et de minéraux, donc d'azote, de phosphore, de potassium, mais aussi en plus petite quantité de calcium, de fer, de cuivre, etc. Et donc tout ce qui transite par le corps humain, finalement, finit par en ressortir. Et je voulais ajouter que du côté des excrétions, si en termes de matière, ça ne représente pas forcément énormément de choses, les règles, donc les menstruations, donc ce sont des fluides corporels qui ont une importance également du point de vue de l'hygiène, du rapport au corps, de la question de tous les tabous qui entourent nos excrétions. Donc c'est important de les inclure. Également, c'est important de les inclure quand on pense à transformer nos toilettes, à transformer nos habitudes, etc. Par rapport à l'urine et sa composition, point important, l'urée, c'est une molécule composée principalement d'azote, Fabien Esculier. Oui, alors c'est un très bon traceur, l'azote, pour comprendre comment fonctionnent les systèmes alimentaires et de façon générale, une partie importante des besoins physiologiques des corps des êtres vivants. Un humain, comme tous les animaux, mange l'azote sous la forme des protéines. Donc on a besoin de manger à peu près 60 grammes de protéines par personne et par jour. Et le corps humain, comme je le disais tout à l'heure, ne peut pas les recycler à l'infini. Donc on en dégrade une partie. Et on la dégrade sous une forme qui est donc principalement l'urée. Qu'on retrouve dans l'urine. Cette molécule, c'est exactement l'inverse qui se passe pour les plantes. Les plantes, elles mangent de l'urée, et avec l'urée, elles fabriquent des protéines. Donc en fait, on a deux mécanismes physiologiques qui sont symétriques entre les plantes et les animaux, ce qui permet en fait une économie circulaire de l'azote, pour dire ainsi, dans les écosystèmes entre êtres vivants de type animaux et êtres vivants de type plantes. C'est ça, on a un cycle des excrétions dans le monde vivant. Pour compléter, Marine Legrand, voilà de quelle manière nos excrétions nous lient-elles au monde naturel? Eh bien, le fait que nos corps, hein, se débarrassent de ce déchet métabolique, finalement, c'est-à-dire du déchet du fonctionnement de notre organisme, que sont le pipi, le caca, ces matières-là, elles ne disparaissent pas, elles réintègrent idéalement les cycles, hein, et les rythmes du monde vivant. Si on prend l'exemple d'un autre animal, par exemple un chevreuil qui va faire ses besoins en forêt, ses urines et ses matières fécales vont rejoindre les sols et elles vont rejoindre le cycle de la décomposition de la matière. Dans les sols, il y a également toute une microfaune, des champignons, des bactéries qui vont contribuer à digérer la matière organique qui est contenue dans le caca. Pour ce qui est des urines, c'est déjà sous forme minérale et derrière, ce sont donc les racines des plantes, des arbres, des herbes qui vont pouvoir absorber ces matières et ce qui va les aider, enfin leur permettre de vivre à leur tour. Donc on est dans une forme de réciprocité avec les autres êtres vivants. Oui, c'est ça, on vit en respirant les excrétions des plantes. L'oxygène, c'est un peu le caca des végétaux. Il est indispensable à la vie. Et c'est aussi le cas donc pour celui des animaux, Fabien Esculier. Oui, alors effectivement, dans mon livre, j'ai tenté une boutade par rapport au fonctionnement des plantes et à leurs excrétions. Parce que les plantes, elles excrètent principalement de l'oxygène et de l'eau. Et donc, effectivement, on a absolument besoin des excrétions des autres êtres vivants. De la même manière que les plantes ont besoin des excrétions du chevreuil, comme disait Marine tout à l'heure, des autres êtres vivants de la forêt, ou de façon générale des animaux, puisque, donc, en fait, dans un écosystème, on se nourrit soit des corps des autres êtres vivants quand on les mange, soit on se nourrit des excrétions des autres. Donc finalement, cette symétrie est essentielle au fonctionnement de tout écosystème depuis le début de la vie sur Terre. Voilà, on voit bien que les excrétions sont un soutien matériel de la vie des autres êtres vivants. Ce sont des aliments pour le sol et les végétaux. Marine Legrand, maintenant, du point de vue des sociétés humaines, on peut se poser la question des usages des excréments. Dans l'histoire, on voit qu'on a eu plusieurs types d'usages concernant les sels, par exemple. Alors, si on prend l'histoire humaine, on a trois grandes catégories de sociétés, hein, ce qui est rappelé également dans le livre de Fabien. On a les sociétés de chasseurs-cueilleurs, où là on est sur des populations peu denses, donc qui ne cultivent pas de végétaux, qui n'élèvent pas d'animaux, mais qui chassent ou qui pêchent et puis qui cueillent leur nourriture donc parmi des plantes sauvages. Bien sûr, les interactions avec tous ces animaux, toutes ces plantes vont transformer les milieux. Mais voilà, on est dans un système où les animaux se comportent, les humains se comportent un peu de la même manière que les autres animaux, du point de vue de leur alimentation, mais aussi donc de leur excrétion, dans le sens où ils prélèvent dans le milieu et puis ils le rejettent dans le milieu, mais sans concentrer forcément leurs excrétions dans un endroit donné. Après,
dans des sociétés agricoles qui élèvent des plantes et des animaux, on a une concentration de population qui est plus importante et donc dans ces régimes plus denses, les excrétions vont également être concentrées. Donc là, on parle d'un usage agricole des excréta humains qui est quand même relativement la norme dans l'histoire des sociétés humaines comme fertilisant, à l'instar des lisiers et des fumiers animaux. Après, on peut avoir d'autres usages de ces matières-là qui sont quantitativement marginaux, mais symboliquement et dans les modes de vie des différentes sociétés qui ont peuplé et qui peuplent cette planète importante. Donc on peut avoir des pratiques magiques, tout simplement. C'est des fluides corporels qui ont une importance très forte dans notre rapport au monde, dans notre construction, de notre structure psychique. Et donc, si je prends le cas de l'Europe, dans l'alchimie, les urines et les matières fécales, elles avaient un rôle symbolique important parmi tous les autres matériaux qui étaient utilisés par ces pré-chimistes, qui étaient en même temps un petit peu des magiciens. Après, il y a les usages médicaux. Là, je ne parle pas forcément d'usage direct, c'est-à-dire en pommade, ça existait à l'époque justement de l'alchimie, à l'époque médiévale en particulier, mais on a également simplement le fait de regarder ces urines et ces matières fécales, ça permet de connaître l'état de santé d'un patient. Par exemple, en fonction de la couleur de l'urine, savoir si au goût elle est sucrée, par exemple, avant qu'on ait des petites languettes pour savoir s'il y avait du sucre dans les urines. Ça permettait de savoir, ça permettait d'avoir des informations sur l'état de santé des personnes. Voilà, regardez ces urines et puis sans oublier l'échelle de Bristol qui va de 1 à 7 avec la colorimétrie des fesses et leur niveau solide, le type 7 étant entièrement liquide. Les selles aussi nous renseignent sur notre état de santé, Fabien Esculier. Oui, alors on parlait des usages qu'il y a pu avoir des urines et matières fécales. Je voulais signaler un peuple intéressant, alors là plutôt sur les urines que sur les matières fécales, c'est les Inuits, Paul-Émile Victor en particulier dans les années 1930, qui a séjourné au Groenland, témoigne de la façon dont se passe la vie chez les Inuits à cette époque. Et en fait, l'urine, donc là on est dans des conditions assez difficiles au Groenland, l'urine c'est le fluide à tout faire. C'est-à-dire qu'on lave le corps à l'urine, on lave les cheveux à l'urine, on lave la vaisselle à l'urine, on fait le tannage des peaux avec l'urine. Donc en fait, quand il rentre dans une habitation inuite, il indique qu'il sent une odeur qui l'imprègne immédiatement, mais en fait tout le monde est imprégné de cette odeur parce qu'il y a des bassines d'urine qui sont partout dans les habitations. Donc voilà, ces usages, ils ont été très variés. Et l'usage pour le tannage des peaux, donc l'usage de l'urine du fait de la présence d'ammoniac comme dégraissant, on le retrouve très longtemps dans l'histoire. Il y avait, donc à l'époque de Rome, mais en France pendant très longtemps aussi, des collectes d'urine spécifiquement dédiées à cet usage de tannage des peaux. Donc, par exemple, à Grenoble, les urinoirs de rue qui servaient à collecter l'urine pour le tannage des peaux, on sait que le dernier a fermé en 1901. C'est relativement récent. Mais comme le disait Marine tout à l'heure, l'usage principal à partir du moment où les sociétés deviennent agricoles, c'est celui du retour au sol comme matière fertilisante. Voilà, et à Rome aussi, l'urine était récoltée régulièrement pour tanner les peaux. Fabien Esculier. Oui, alors l'exemple de Rome est connu parce qu'il est passé à la postérité dans le vocabulaire. L'empereur Vespasien avait une taxe qui était préexistante pour l'industrie et il l'a étendue à la collecte d'urine par les tanneurs. Donc dans le Suétone, il est raconté dans la vie des 12 Césars que son fils Titus rit de savoir, on disait tout à l'heure, c'est un sujet d'humour toujours, déjà à l'époque, rit du fait qu'il fait une taxe sur l'urine. L'année suivante, Vespasien arrive avec tout l'argent de la taxe de l'urine et montre cet argent à son fils et lui dit « Alors, comment ça sent ?» Et donc il paraît que l'expression « l'argent n'a pas d'odeur » vient de là et on a aussi donné le nom de Vespasienne aux urinoirs dans la rue en hommage à cet empereur Vespasien. Alors comment justement, à travers les époques, les sociétés humaines ont-elles géré les excrétions? À partir de quand les excréments ont-ils commencé à être très dévalorisés? On poursuit. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture avec Fabien Esculier et Marine Legrand, nous revenons sur l'histoire des déjections humaines. Les excréments humains sont des ressources biologiques essentielles. On vient de voir que l'urine contient de l'azote et les minéraux dont les plantes ont directement besoin, tandis que les matières fécales, elles, nourrissent la vie des sols. Loin d'être de simples déchets, ils sont le reflet de notre métabolisme et de notre dépendance fondamentale au monde vivant. Alors, quelle a été la gestion des déchets? Dans les villes médiévales, ça se complique. Le problème de l'excrétion au Moyen-Âge n'en est pas un.
puisque l'exhibition des organes génitaux, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes, ne pose aucune espèce de question. Donc, on se libère quand on veut, où on veut, et d'abord chez soi contre la muraille, ça n'est pas un problème. Dans la cheminée, surtout, la cheminée sert énormément, et il faut bien se dire qu'au Moyen-Âge, le feu est un danger perpétuel. Je suppose que le soir, toute la famille devait pisser en chœur pour que les braises de l'âtre soient vraiment éteintes. Et puis enfin, il y a la fenêtre. Tout de même, la fenêtre. Je ne comprends pas que les gens qui habitent un pavillon ou une maison de campagne se privent de ce plaisir, parce que c'est l'un des meilleurs de la vie, ouvrir grande la fenêtre et s'exonérer largement. Au Moyen-Âge, c'est absolument classique. Cependant, il y a dans la maison des lieux. Ils peuvent être au rez-de-chaussée, ils peuvent être à mi-étage, mais à partir du XVIe siècle, ils sont très souvent au grenier, parce que les médecins disent, ce sont eux qui s'occupent de ces questions, que l'odeur, n'est-ce pas, s'en ira beaucoup plus vite si on place les commodités au galetas. Voilà le problème. Mais il y a aussi le problème de la vidange des fosses, parce que les fosses sont devenues obligatoires par une série d'ordonnances royales depuis le XIVe siècle, et François Ier y a tenu très fort la main. Des milliers de fosses qu'il faut vider à la main. Alors, on va se poser le problème, à ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver autre chose? Et ce sera le tout à l'écoute, la grande aventure du tout à l'écoute. Alors, c'était la revoix de Roger-Henri Guérand, historien de la vie quotidienne sur la télévision française en 1985. On va revenir évidemment sur l'invention du tout à l'égout, mais d'abord, Marine Legrand, une réaction à l'écoute de cet archive sur les gestions de déchets dans les villes, et notamment les villes médiévales. Alors, les villes médiévales sont plus petites, si on prend le cas de la France par exemple, que les villes que nous avons actuellement. Et donc les sols des rues ne sont pas pavés. Donc ils sont plutôt de terre battue. On peut y mettre de la paille également pour faciliter les circulations. Et les déchets domestiques sont principalement organiques. Et puis on peut trouver aussi des céramiques, un peu de métal, du tissu. Donc toutes ces matières-là, elles peuvent être valorisées. Alors de façon agricole pour tout ce qui est des matières organiques qui vont constituer les boues. Les tissus vont pouvoir servir à faire du papier à partir d'une certaine époque. Et puis les métaux, les tessons, les choses comme ça vont être récupérés à part. Donc toutes ces matières-là, elles sont récupérées. Et il peut y avoir de l'activité agricole vraiment en très forte proximité. À l'intérieur des murailles, voire juste de l'autre côté. Donc on a une circulation qui est vraiment permanente de ces matières. Il y a une proximité aussi avec les animaux qui peuvent fréquenter donc les espaces urbains, les cochons, les volailles, qui vont participer aussi au recyclage de ces matières, tout simplement. On l'entendait, Fabien Esculier, ce Moyen-Âge, il y a ce fameux tout à la rue. Oui, alors très, très heureux d'entendre Roger-Henri Guérand, auteur de l'ouvrage Les Lieux, qui est un ouvrage très important sur l'histoire des toilettes. Les réactions que ça m'apporte, c'est effectivement l'exemple bien attesté de Lille au XVIIIe siècle, dans laquelle les paysans mettaient volontairement de la paille dans les rues pour faire du fumier comme on fait à l'étable. C'est-à-dire qu'il faut se représenter, je pense, la ville comme étant un lieu finalement qui diffère relativement peu de ce qu'est une étable aujourd'hui. Donc, voilà, on fait ses besoins dans la rue, mais finalement comme une vache à l'étable, et les paysans viennent récupérer le fumier qu'on en a après. Puis l'autre anecdote aussi, peut-être pour essayer de se projeter dans ce que ça peut être. Alors là, on est beaucoup plus avant, à l'époque de Saint-Louis. Il y a une anecdote parce que Saint-Louis donc était dans la rue et reçoit un pot de chambre sur la tête. Donc on peut imaginer le roi de France qui reçoit le contenu urine et matière fécale sur la tête, et comment ça a dû se passer par la suite. Il va voir la personne en question qui était un étudiant, et il lui donne énormément d'argent. Parce qu'en fait, c'était très tôt le matin et cet étudiant était en train de travailler. Et le roi Saint-Louis, pour l'encourager, lui dit « Je vous félicite de travailler très tôt comme ça ». Et il lui donne donc beaucoup d'argent. Le fait qu'il ait reçu les urines et matières fécales de cet étudiant sur la tête semble pas finalement avoir été un problème par rapport à ce qu'on se représente aujourd'hui de ce que ça peut être, vu la réaction qu'il y a eu derrière. C'était pas en effet un outrage, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a dans l'histoire des villes, en l'occurrence, on voit une grande variabilité de gestion. Et ce qui ressort, c'est le fait de valoriser cet engrais pour la production agricole depuis les villes. Oui, alors il y a toujours eu une tension entre la question de la salubrité et de la circularité. C'est-à-dire que urine et matière fécale sont de la nourriture pour plantes et pour sol, de l'engrais, et dès qu'on est cultivateur, on récolte au champ des céréales, des légumes, donc en fait on appauvrit les sols puisque ces plantes se sont nourries dans les sols. Donc il faut restituer la fertilité.
au final, cette fertilité se retrouve dans les urines et matières fécales humaines. Donc les retourner au sol, c'est tout naturel pour l'agriculture. En revanche, les urines et matières fécales, surtout les matières fécales, peuvent transmettre des maladies. La gastroentérite, typiquement, est transmise par les matières fécales. On peut penser aussi au choléra, à la typhoïde, qui sont beaucoup moins présentes aujourd'hui en France, mais qui l'ont été par le passé de façon importante. Et donc, on a toujours une tension entre ces enjeux de maintenir la salubrité et garantir la circularité. Et donc, à travers les époques, on a des manuels d'agronomie qui expliquent comment faire pour gérer ces matières, pour limiter les risques de transmission des maladies et permettre de conserver les matières fertilisantes. Très classiquement, le compostage, le fait de mélanger les matières entre elles, de les laisser confire et mûrir, comme c'est dit par exemple dans certains ouvrages, pendant quelques années, est une méthode qui permet de limiter les risques sanitaires à leur emploi. Mais une fois que ces risques sanitaires sont gérés, et même souvent, plus on s'intéresse à ces matières, et plus probablement on aura mieux géré les risques, parce qu'elles ne vont pas être laissées à l'abandon. En fait, on va avoir des économies de retour au sol qui s'organisent, plus ou moins poussées, avec des modalités de transport très variées. On va avoir du transport à main d'humain, des transports par animal, du transport par train à partir du 19e siècle, du transport par bateau, et on a des économies extrêmement importantes, avec en particulier 2 foyers qui se dénotent au 19e siècle, la région des Flandres dans le nord de la France et la Chine, et en particulier la région de Shanghai, où cette économie est vraiment très développée. En effet, on parle de l'engrais humain flamand, le commerce du jus doré en Extrême-Orient. Marine Legrand, cette économie de retour au sol, on voit qu'il y a des métiers de vidangeurs un peu partout également. Oui, bien sûr. Alors, ce sont des métiers qui sont difficiles, relativement peu valorisés, qui exposent à des risques professionnels liés à l'ammoniac, dans les fosses notamment, et puis liés au statut de ces matières qui sont quand même un peu ambiguës, à la fois matériellement et symboliquement. Donc matériellement parce qu'à la fois ce sont des matières fertilisantes mais qu'elles peuvent transmettre des maladies, et symboliquement parce que donc elles apportent la vie mais elles sont aussi force de mort. Donc en tout cas, les vidangeurs forment un corps de métier bien spécifique. Alors la vidange à la main a perduré en France jusqu'à une certaine période, mais si on prend à partir du 18e, on commence à avoir tout un tas de, au début de la révolution industrielle finalement, tout un tas de procédés qui sont mis au point pour simplifier et rendre plus efficace et plus salubre et moins dangereux pour les vidangeurs le travail de vidange des fosses. On a également l'apparition des fosses mobiles qui permettent donc de déplacer les contenants sans avoir à vider leur contenu. C'est ça, on a une évolution, les fosses d'aisance et de vidange, on voit aussi des fosses fixes, tout ça, on voit cette évolution au cours des siècles, Fabien Esculier. Oui, alors l'exemple des fosses mobiles est effectivement intéressant. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles ça a été très développé. L'idée étant effectivement, en plus dans une logique assez conforme à la façon de la gestion des risques sanitaires, on a eu la triste expérience du coronavirus qui nous a tous fait apprendre le mot confinement. Et quand on veut gérer un pathogène, le fait de le confiner, le fait de le mettre dans un endroit qui est scellé, qui est fermé, c'est une manière de limiter la propagation des risques. Et donc il y a beaucoup d'endroits où on a géré les urines et matières fécales humaines dans des contenants qui vont être fermés, et on transporte ce contenant fermé, ce qui fait qu'en fait, depuis le foyer jusqu'à la zone où on va les traiter, on n'a pas de risque particulier. Donc on peut citer par exemple la ville de Copenhague, au Danemark, dans laquelle la gestion des fosses mobiles a été réellement industrialisée, c'est-à-dire qu'il y a tout un système de collecte de ces fosses pleines au pied des habitations, où on les apporte ensuite en agriculture. Elles sont transportées par train jusqu'aux campagnes avoisinantes pour fertiliser les champs. Et puis ensuite, il y a un lieu dans lequel on va faire le nettoyage des fosses, avec donc, tout un tas de personnes qui travaillent au nettoyage des fosses, pour ensuite les ramener. Donc voilà, il faut imaginer des petits tonneaux, les ramener aux habitations pour qu'elles soient à nouveau remplies. Et donc on a tout ce transfert des fosses vides et des fosses pleines qui est à l'échelle de la ville. En Chine, on a très souvent les systèmes similaires aussi qui sont mis en œuvre. Voilà, et c'est dans les sociétés industrielles, c'est l'arrivée de l'eau dans les habitations qui a commencé à mettre les excréments à distance. L'invention du tout à l'égout et du water closet, les WC, est un moment de bascule. Le coup de grâce à l'économie de l'engrais humain sera donné en 1858. En cet été-là, particulièrement chaud, les excrétions humaines évacuées dans la Tamise sont tellement importantes qu'elles empuantissent Londres
au point que les parlementaires n'arrivent plus à tenir séance au palais de Westminster, un événement connu sous le nom de Great Stink, la grande puanteur. La marée à laquelle la Tamise est soumise empêche encore davantage que ces matières s'écoulent à l'aval. Ils ordonnent alors des travaux titanesques, menés par un ingénieur d'origine française, Joseph Bazalgette, qui consiste en un immense réseau souterrain d'égouts dont l'objectif est principalement de décaler le rejet des égouts londoniens à 15 à 20 km plus à l'aval. Comme à Rome, le système alimentation-excrétion de Londres devient alors essentiellement linéaire. Les importations de nourriture proviennent de territoires lointains qui tirent leur fertilité des ressources locales. En l'occurrence, pour les prairies des États-Unis, d'une strate de sol historiquement très riche. Et les nutriments contenus dans les excrétions des Londoniens sont gaspillés car leur valorisation n'est stratégiquement pas perçue comme prioritaire dans le système permettant d'asseoir la puissance de Londres et de l'Angleterre. Le rapport à la terre des urbains devient alors essentiellement extractif, sans logique de retour au sol des nutriments importés en ville sous forme de nourriture. Concomitamment, Londres sacrifie sa rivière en y déversant ses eaux usées. Voilà un extrait de votre ouvrage, une autre histoire des événements qui vient de paraître chez Actes Sud, Fabien Scullier. Marine Legrand, le tout à l'égout, qui a été popularisé depuis Londres, c'est ce qui a terminé d'achever et de transformer ces ressources précieuses justement en nuisances à éliminer. Alors il y a deux aspects à cette mise à distance des excréments. Donc si on parle du premier aspect qui est effectivement la mise à disposition de toilettes à chasse d'eau dans les habitations et le fait de gérer les excréments, de les évacuer des habitations avec l'eau. On est donc au fin 18e, début 19e, progressivement dans une situation où dans le contexte donc, qui a été rappelé avec l'extrait d'une autre histoire des excréments, on est sur des contextes culturels et politiques où l'enjeu de valorisation est devenu moins important et qui, par ailleurs, sont caractérisés par un rapport au corps humain, qui suppose une mise à distance de plus en plus grande de notre animalité. Donc on parle de la civilisation des mœurs, pour citer un ouvrage très classique d'histoire des sociétés de Norbert Elias. Donc cette mise à distance du corps animal de l'humain, finalement, c'est un peu un marqueur de la modernité occidentale. Et donc, 17e, 18e, 19e siècle, au cours de ces siècles, on a une transformation culturelle en Europe qui consiste à exclure de notre vocabulaire tout ce qui concerne les matières qui peuvent être perçues comme dégoûtantes, donc nos déchets corporels, nos urines et matières fécales, et puis également nos odeurs, nos poils. Donc il y a un rapport à l'hygiène qui se transforme à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'avant les gens étaient sales, simplement ils concevaient l'hygiène différemment. Et donc à partir de cette époque, il devient de bon ton, si on veut, de ne jamais rien laisser paraître de notre fonctionnement biologique finalement. Il y a aussi petit à petit une mise à distance de la mort finalement, de notre condition de mortel. Et donc tout se passe comme si, à partir de cette époque-là, les humains se considéraient un peu comme en dehors du monde vivant. Et matériellement, la chasse d'eau, elle permet ça finalement, elle permet d'évacuer de la pensée et en même temps qu'elle permet d'évacuer de la maison tout ce qui nous ramène à notre propre dégradation. Ouais, notre société thanatophobe, le succès des WC, c'est en effet l'aboutissement d'une mise à distance de la nature. La chasse d'eau conduit à ce système d'oubli matériel et symbolique vis-à-vis des déchets corporels. Et puis, autre moment de bascule, Fabien Scullier, c'est l'invention des engrais de synthèse. L'industrialisation de l'agriculture, on extrait les nutriments pour les plantes à partir des ressources fossiles. Et ça, on est à peu près en 1913. Oui, alors, la toilette à chasse d'eau, elle est très peu développée en dehors de Londres au 19e siècle. Parce que déjà à Londres, initialement, c'était interdit, parce que l'égout donc, qui collecte les eaux pluviales, si on y met les excréments, urines et matières fécales humaines, on va polluer la rivière et on va perdre la possibilité d'avoir de l'engrais pour fertiliser les champs. Et donc tout au long du 19e siècle, à part le cas de Londres,
l'économie de valorisation des urines et matières fécales humaines perdure dans la très grande majorité du monde. Et comme c'était indiqué dans l'extrait qui était lu, c'est parce que aussi Londres s'approvisionnait en alimentation très loin, en Amérique du Nord, qu'on pouvait se permettre de gaspiller ces matières. Un exemple, je dirais en contrepoint de la ville de Londres, c'est celui de Paris, où on a envie de la toilette à chasse d'eau parce qu'elle est pratique, mais elle est aussi interdite initialement pour ses causes de pollution et de perte d'engrais. Mais là, on aura développé en fait des champs d'épandage, c'est-à-dire la combinaison du fait que les égouts peuvent aller sur des champs pour les fertiliser, tout en ayant une toilette à chasse d'eau. Donc la toilette à chasse d'eau se déploie ensuite au début du XXe siècle, mais dans une logique, en France en particulier, toujours de circularité. Et ce qui vraiment va mettre un coup d'arrêt, c'est le fait que cet usage de toilette à chasse d'eau s'est progressivement développé et rentré dans les mœurs, et que, avec les engrais de synthèse à partir de 1913, entre deux guerres, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, en fait, on met des quantités massives de ces mêmes molécules qu'on trouve dans les excréments, mais issues de la synthèse pétrochimique ou bien de mines fossiles. On en met des quantités massives sur le marché, et donc en fait, on fait s'effondrer l'économie organique. Et on se retrouve avec des villes qui se sont en fait progressivement équipées avec de l'adduction d'eau à foyer et la possibilité d'avoir la toilette à chasse d'eau, et qui finalement se retrouvent avec un déchet, les eaux usées, c'est-à-dire le mélange des eaux utilisées par le foyer et des eaux de la toilette à chasse d'eau, et donc des urines et matières fécales humaines, alors que préalablement, toutes les eaux de la maison qui sont peu chargées en pollution, étaient gérées avec les eaux pluviales, mais les urines et matières fécales avaient leur filière spécifique de valorisation de l'agriculture. Là, on finit par tout mélanger et à ne plus savoir quoi faire de ce déchet complexe qu'est l'eau usée. Fabienne, Marine Legrand, on vient d'évoquer le traitement des eaux usées. Les eaux usées, ça aboutit quand même à la destruction des milieux aquatiques en France. On a mis en place un système curatif, traiter les matières fécales avant de les relâcher. Oui, alors aujourd'hui, on a un système d'assainissement qui est basé donc sur le triptyque toilette à chasse d'eau, tout à l'égout. Donc on mélange les eaux usées domestiques avec d'autres types d'eau usée et les systèmes de stations d'épuration, on dit maintenant station de traitement des eaux usées. Et donc dans ces stations de traitement, on s'attache à détruire tout ce qui a sali ces eaux. Donc ces eaux, c'était un peu le principe purificateur de l'espace domestique. Et une fois qu'elles sont dans la station, il s'agit de les nettoyer à leur tour pour qu'elles puissent être rendues le plus propre possible au milieu. Donc il faut en enlever la matière organique, ça on sait relativement bien faire. Le phosphore, on arrive relativement à le retirer des eaux usées. Donc en le précipitant avec ces matières organiques dans ce qui va former les boues à la fin de stations d'épuration, qui pourront en partie retourner au champ. Et par contre, l'azote, c'est beaucoup plus difficile à enlever des eaux usées. Donc, il y en a une partie toujours conséquente, même avec les systèmes les plus perfectionnés, qui retourne au milieu. Et donc, finalement, on met de l'engrais dans l'eau des rivières. Et cet engrais-là, donc cet ammoniac nitrate surtout, donc participe à la prolifération des plantes aquatiques, des algues, puisqu'on met des engrais dans l'eau, les plantes et les algues qui sont dans l'eau poussent. Et quand les algues se décomposent, une fois qu'elles sont mortes, donc elles vont, en se décomposant, consommer l'oxygène qui est présent dans l'eau via donc l'activité de décomposition bactérienne, et c'est là que ça étouffe les milieux aquatiques et ceux-ci ont du mal à supporter la vie des poissons, etc. Et de tous les organismes aquatiques. Donc on parle d'eutrophisation, c'est-à-dire qu'on donne trop à manger aux rivières. Donc ça, on le retrouve dans les rivières et on le retrouve également sur le littoral. Donc ce phénomène bien connu des marées vertes, donc qui est dû en partie à tous ces excès d'engrais azotés, phosphorés qu'on met sur les terres agricoles, également aux lisiers, aux fumiers animaux quand ils sont traités de manière linéaire aussi parfois. Et puis donc aux limites finalement des systèmes d'assainissement centralisés et des stations d'épuration. Aujourd'hui, les usines de traitement des eaux usées détruisent l'azote. Et selon vous, Fabien Scuyer, ce sont des usines de destruction d'engrais naturels. Et c'est d'autant plus paradoxal quand on sait qu'en France, 90% des apports d'azote au sol agricole, qui sont le premier facteur déterminant de la production agricole, sont le fait d'importations. Oui, c'est même comme ça que je suis rentré sur le sujet. Moi, j'ai une formation d'ingénieur et j'ai été formé au traitement des eaux usées. Et donc, dans les cours sur le traitement des eaux usées, on nous explique comment il faut prendre l'azote, donc l'urée de nos urines, et comment il faut faire en sorte de l'envoyer dans l'atmosphère sous la forme du gaz diazote. Et en parallèle de ça, j'avais des cours aussi sur les limites du fonctionnement et du recours massif aux ressources fossiles, en particulier pétrole, gaz naturel, charbon. Et j'avais découvert que pour fabriquer l'engrais de synthèse azoté, qui est sous la forme de la molécule urée,
donc la même que celle qu'on excrète, en fait, on fait la réaction exactement inverse de celle qu'on fait dans les stations de traitement des eaux usées. On prend l'azote de l'air sous forme diazote et on fabrique de l'urée artificielle. Et donc, quand on m'a enseigné la destruction de l'urée dans la réaction inverse de celle d'une usine de traitement des eaux usées, j'ai vécu une dissonance cognitive forte, dont je ne suis toujours pas sorti, ça fait 20 ans, en disant, mais c'est pas possible, on peut pas avoir une usine qui émet énormément de gaz à effet de serre et qui synthétise des engrais, qui plus est en utilisant des ressources fossiles de gaz naturel qui sont situées en Russie, au Qatar. Pas la peine de redire les difficultés géopolitiques auxquelles on est soumise, parce que la France est totalement dépendante des importations, soit de gaz, soit d'engrais de synthèse azotée fabriqués au Qatar et autres pour l'approvisionnement en engrais azotés. Donc d'un côté, on a ce fonctionnement, et de l'autre, on va aussi utiliser des ressources fossiles, on va consommer de l'énergie, on va aussi émettre des gaz à effet de serre dans les usines de traitement des eaux usées qui, pour l'azote, font matériellement de la destruction d'engrais et donc peuvent effectivement être baptisés ainsi, même si, comme le disait tout à l'heure Marine, il y a aussi des boues de traitement des eaux usées qui sont produites et qui contiennent des matières fertilisantes, en particulier le phosphore. Donc on a tout de même une économie aussi circulaire permise dans cette matière, mais sur le principal engrais, le taux de valorisation de l'azote permis par le système de traitement des eaux usées d'aujourd'hui, qui est l'aboutissement de milliards d'euros d'investissement depuis plusieurs décennies, certes pour protéger les rivières, mais qui a abouti à 10% seulement de valorisation de l'azote de nos excrétions. Donc finalement, nous avons développé un système essentiellement linéaire dans la gestion des urines et matières fécales humaines. Voilà, donc utilisation de ressources fossiles, émissions de gaz à effet de serre, et Marine Legrand, on peut ajouter tout ça dans un contexte de faillite hydrique. Oui, on est dans un contexte où l'accès à l'eau devient de plus en plus difficile, où on a des ressources en eau qui sont moindres, qui sont aussi potentiellement contaminées, notamment par les nitrates. Donc on est dans une situation où utiliser de l'eau pour évacuer nos urines et matières fécales de nos habitats devient difficile, voire déraisonnable. Si on prend le cas des communes qui, chaque été, doivent s'approvisionner en camions-citernes pour leur eau potable, le fait d'utiliser cette eau potable qui a été amenée en camion-citerne pour évacuer ces excrétions, eh bien ça devient relativement intenable. De la même manière, à la sortie des stations d'épuration, donc quand on a des cours d'eau dont le débit en été, donc en période d'étiage, c'est-à-dire quand le débit de la rivière est au plus bas, quand le débit de ces rivières est assuré principalement par des eaux usées, traitées certes, mais qui contiennent encore un certain nombre de contaminants, voilà, on sent qu'on est dans des situations qui deviennent critiques, quoi. Voilà, on dépense en moyenne 25 litres d'eau potable par personne par jour. Alors on continue de parler d'urine, qui est aussi appelée l'or liquide au jardin, avec leur reportage du jour. Les excréments humains, on l'a compris, sont une ressource d'intérêt pour le domaine agricole, et il s'avère que l'urine est également un engrais très efficace. On continue d'en parler avec vous, Céline Lausanne, bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes allée dans votre labo, Fabien Lesculier, à l'ESU, à l'École nationale des ponts et chaussées, pour découvrir les dispositifs valorisant nos urines à des fins écologiques. Oui, on l'a un peu dit, l'urine est un très bon fertilisant, un liquide riche en azote, phosphore, potassium, des nutriments essentiels pour la croissance des plantes. Mais une fois en station d'épuration, ils ne reviennent pas à la terre, c'est un vrai gâchis. Dans le cadre de votre programme OCAPI, l'idée de l'équipe de la chercheuse designeuse Louise Raguet est de mettre à profit cette urine humaine aux cultures, avec notamment un dispositif de récupération adapté aux hommes comme aux femmes. Une solution simple, efficace, selon une approche à la fois circulaire et low-tech de valorisation agricole. L'urine est riche en nutriments, et notamment azote, phosphore et potassium. Et c'est cette richesse en nutriments qui fait que c'est un très bon fertilisant agricole, puisque les plantes doivent trouver ces nutriments dans le sol pour pousser. Et alors voilà, c'est ici que je voulais vous amener. Donc là, on est face à un projet qui a été installé par des élèves que j'ai encadrés, qui ont installé ce qu'on appelle un point d'apport volontaire d'urine. Et l'objectif, c'est d'avoir un lieu pour que les gens qui collectent leur urine à domicile puissent l'apporter et la valoriser en engrais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce projet, il fait partie d'un projet plus vaste de ce qu'on appelle les filières citoyennes de valorisation de l'urine. Et le principe de ces filières, c'est d'une part de valoriser la motivation des citoyens, des habitants qui ont découvert que leur urine était un fertilisant d'une part et une pollution dans l'eau d'autre part, et qui du coup ne souhaitent plus faire pipi dans une toilette à chasse d'eau.
Et donc, on a conçu des dispositifs pour chaque étape de la filière pour que tout ce système soit à la fois confortable, rapide, qu'il y ait une garantie de zéro nuisance, donc bien sûr surtout pas d'odeur, pas de renversement, etc. Et donc parmi les dispositifs qu'on a proposés, il y a notamment ce qu'on a appelé une station de transvasement, qui est le dispositif avec lequel les gens vont vider leur bidon de 5 litres. Donc là, vous en avez un exemple qui a été déployé par les élèves de l'école des Ponts. Comment ça se présente au niveau structurel ? Alors au niveau structurel, on voit une tige d'aspiration et une sorte de petite loge dans laquelle on devine qu'il faut venir poser son bidon pour le bloquer et qu'il ne se renverse pas. Associée à la tige d'aspiration, il y a une pompe manuelle qui elle-même est reliée à une cuve de 300 litres. Et donc le principe est extrêmement simple. On vient avec son bidon plein et on actionne la pompe manuelle en plongeant la tige et on plonge exactement pour aspirer l'urine et vider le contenu du bidon dans la cuve. Donc là, on a un bidon de 5 litres. Vous mettez dans le support, le socle. On ouvre le bouchon, on vient plonger la tige d'aspiration dans le bidon. Voilà. Et ensuite, on actionne la pompe. Et ça fait transférer le liquide de là à la cuve de stockage. Aussi, ce dispositif il a été installé parce que j'ai d'autres collègues qui étudient d'autres choses sur l'urine, notamment des procédés de transformation de l'urine. C'est le fait de stabiliser l'urine, donc c'est-à-dire d'enlever les odeurs. Et de faire en sorte que ça ne sente pas l'odeur classique d'ammoniac qu'on connaît et qui est extrêmement désagréable. Première transformation. Et la deuxième transformation qui est faite, c'est la concentration. Pour la rendre plus concentrée, donc plus facilement transportable ? Exactement. L'objectif, c'est d'enlever l'eau et de ne garder que les nutriments intéressants dans le liquide. Et donc, évidemment, le volume total à transporter est beaucoup plus petit. Est-ce qu'il existe des contre-indications à déposer son urine en cas de maladie ou de substance quelconque ou de prise de médicaments qui pourraient altérer la qualité du précipité qu'il reste dans l'urine ? Alors aujourd'hui, quand vous prenez un médicament et que il ressort par vos urines, ça finit plutôt dans les rivières parce que ça va aux égouts et les molécules sont la plupart du temps pas traitées en station de traitement des eaux usées. Donc finalement, on retrouve ces molécules dans les rivières et donc elles sont déjà répandues dans l'environnement. Si vous collectez l'urine au lieu de la mettre dans une toilette à chasse d'eau, ces molécules, vous allez éventuellement les mettre dans la terre et l'écosystème biologique du sol va potentiellement participer à dégrader ces molécules un peu plus facilement. Donc c'est presque mieux, d'une certaine manière, de mettre son urine sur un sol que dans une rivière. Voilà. Mais sinon, non, au contraire, en fait. Certains disent qu'il est plus raisonnable de faire pipi dans une cuve qui va aller sur un sol plutôt que dans une toilette à chasse d'eau et que ça finisse à la rivière. Et plus une question triviale, est-ce que statistiquement, c'est plus les hommes qui participent ? Est-ce que c'est peut-être plus facile de recueillir l'urine quand on est un homme qu'une femme ? C'est une très bonne question. Alors, dans les personnes motivées qu'on mobilise, je dirais que c'est vraiment 50-50, autant des femmes que des hommes. Cependant, effectivement, les dispositifs qu'on a mis en place, ils étaient d'abord plus faciles pour les hommes. Et vous qui êtes designeuse, est-ce que vous réfléchissez Exactement, c'est là où je voulais aller. C'est qu'on a travaillé justement très récemment là, avec une personne qui avait rejoint l'équipe pour 6 mois, sur les dispositifs de collecte d'urine à domicile adaptés aux femmes. Puisque je vous avais montré, on a ce petit entonnoir, donc c'est un entonnoir avec un couvercle, et qui est doté d'un pas de vis. Et donc, qui se met juste. Et donc, on a conçu, pour faciliter la collecte à la maison, on a conçu cet entonnoir avec un pas de vis qui est adapté au bidon de 5 litres et un couvercle pour éviter les odeurs. Et donc, ça permet qu'en toute simplicité, les gens vissent l'entonnoir sur le bidon. Il est bien fixé. Ouvrent le couvercle d'une main, font pipi dedans et referment. Évidemment, c'est plus facile pour les hommes. Et donc, on a une diversité d'objets, mais par exemple, un qui est extrêmement pratique, c'est une sorte de petite cruche qu'on tient par la poignée. Et en fait, on fait pipi debout avec la cruche entre les jambes. Et ça, finalement, c'est le plus confortable pour les femmes, c'est de faire comme ça. Et après, avec le bec verseur, on vient mettre dans le
dans l'entonnoir. Et celui qui est le plus opérationnel et qui peut être mis en place dès demain, c'est tout simplement de détourner un petit tabouret et de mettre un entonnoir et une lunette de toilette pour s'asseoir sur le tabouret et le bidon sous le tabouret va recueillir l'urine. Et en fait, c'est d'une simplicité déconcertante, mais ça permet vraiment de changer les pratiques. On a proposé ce système aux participantes du projet qui l'ont globalement extrêmement bien reçu et qui sont très enthousiastes de pouvoir l'installer chez elles. Merci Céline Lausanne. Nos reportages pour sortir du studio et découvrir le travail de la recherche scientifique en cours, c'est notre collection La Science au Labo et c'est à podcaster sur l'application Radio France. Marine Legrand, une réaction à l'écoute de ce reportage? Oui, c'était passionnant d'écouter Louise Raguet montrer à quel point, avec des dispositifs techniquement simples, on peut, y compris quand on habite en contexte urbain, c'est-à-dire dans des espaces, des territoires où il est difficile d'installer chez soi des toilettes sèches, qu'elles soient séparatives ou non, eh bien, avec ces dispositifs techniquement simples, on peut quand même collecter l'urine chez soi sans rien changer à son logement, sans rien changer au bâtiment. Quand on est en contexte rural, qu'on a un jardin suffisamment grand, qu'on pratique le potager, il est relativement simple d'installer des toilettes sèches séparatives, donc en collectant les matières fécales d'un côté, en pratiquant le compostage de manière à produire un compost qui est salubre et qui peut servir d'amendement au jardin. Et de collecter d'autre part les urines, soit pour les épandre dans son terrain si ce terrain est assez grand pour les accueillir, soit de faire une alliance avec un agriculteur qui est intéressé pour les utiliser. Bon, bien sûr, il faut quand même que les agriculteurs aient des volumes suffisants pour pouvoir cultiver à l'échelle d'une parcelle professionnelle. Mais alors quand on est en ville, quand on n'a pas de jardin, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même faire autre chose que faire ses besoins dans une toilette à chasse d'eau, ce que de plus en plus de nos concitoyens, concitoyennes souhaitent faire aujourd'hui, devant les limites dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien voilà, il y a des dispositifs vraiment techniquement très simples qui permettent de passer à l'action. Et puisqu'on a vu qu'avec notre mode de gestion, on est perdant sur toute la ligne, on consomme de l'eau pour rien, on perd de l'engrais détruit dans les stations de traitement, on achète de l'engrais azoté cher, dont la production pollue, et tout ça, ça n'est lié qu'au confort, puisque tirer la chasse, c'est très simple en fait, Fabien Esculier. Oui, tout à fait. Et alors, si le programme Okapi a fêté récemment ses 10 ans d'existence, en fait, les pratiques qu'on finit par appeler alternatives, même si elles correspondent à ce qui était la norme préalablement, elles émergent dans les années 70-80 en France, et en fait, elles se sont beaucoup structurées. On a un réseau qui s'appelle le réseau de l'assainissement écologique, qui a fêté ses 20 ans, jour pour jour, à la sortie du livre, 20 ans avant la sortie de mon livre au 1er avril 2006, et qui fédère en fait des acteurs qui font déjà exister cette économie aujourd'hui. Ça a beaucoup commencé avec les festivals, beaucoup aussi avec les toilettes sèches dans les zones rurales, où il y a des simplicités, comme le disait Marine tout à l'heure, d'usage dans son foyer. Mais en fait, maintenant, il y a des pratiques extrêmement larges qui se développent. Le programme Okapi est soutenu par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, par l'ADEME, par des collectivités locales, comme la ville de Paris, la ville de Lyon, l'Agence nationale de la recherche ou encore l'Union européenne, qui cherche à déployer cette nouvelle économie circulaire à beaucoup plus grande échelle. Et on a par exemple publié un site internet qui s'appelle Toilettes Fertiles, une cartographie de sites qui sont déjà existants aujourd'hui en France et qui réalisent effectivement des filières de valorisation d'urine et ou matière fécale dans un peu tous les contextes. On a de l'habitat en ville comme de l'habitat rural, on a des établissements qui reçoivent du public, on a des écoles, on a de l'événementiel, des toilettes publiques. Donc en fait, c'est une économie qui est déjà présente, mais aujourd'hui, il y a un grand nombre de freins qui limitent la possibilité de son déploiement, qui vont être de nature réglementaire, économique, organisationnelle, et qui font qu'en fait, on a un potentiel de gain extrêmement fort sur ces questions environnementales ou souveraineté alimentaire, comme on l'a dit, par rapport à l'approvisionnement en engrais, mais encore une difficulté à la faire émerger de façon plus importante. Marine Legrand, quels sont ces freins plus précisément pour changer, justement, réinventer le retraitement de nos déchets corporels? Alors, on a ce qu'on appelle un verrouillage sociotechnique aujourd'hui autour du système alimentation-excrétion et du système de gestion de nos excréta en particulier. Alors, il y a un frein qui est celui de la connaissance, c'est-à-dire que la plupart de nos concitoyens ne savent pas vraiment comment ça fonctionne, l'assainissement, déjà, je veux dire, aujourd'hui. Donc, il y a une prise de conscience à opérer. Encore. Il y a bien sûr cet enjeu culturel d'aller un petit peu au-delà du tabou qu'on a aujourd'hui autour des urines et matières fécales humaines, mais
il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que quand on parle de ce sujet, souvent on nous dit ah oui, mais oh là là, mais ça va être compliqué de faire autrement parce qu'il y a ce tabou. Bon, ça c'est un élément. D'abord, c'est très variable en fonction des personnes, de l'éducation qu'on a reçue. En fait, derrière, l'enjeu principal qu'on a, c'est d'organiser des filières de gestion de ces matières, alors qui, certes, remettent en question la façon dont on considère notre confort quotidien aujourd'hui, mais on voit qu'il y a des techniques, que ce soit pour les toilettes sèches, pour la collecte d'urine, qui permettent de conserver un bon niveau de confort, qui permettent peut-être même d'améliorer la salubrité. Donc voilà, mais derrière, c'est des enjeux organisationnels, logistiques, économiques, c'est-à-dire comment on organise aujourd'hui le financement de ces systèmes d'assainissement qui sont aussi des systèmes d'approvisionnement en engrais, quelle répartition des coûts entre acteurs, sachant qu'aujourd'hui, l'assainissement, c'est un service public, que par ailleurs, voilà, on a un système agricole qui est structuré depuis longtemps autour de l'approvisionnement en engrais de synthèse et miniers. Donc comment remettre en place des filières organiques provenant des villes en direction de cette agriculture-là. Donc voilà, il y a toute une organisation à revoir et derrière, ça suppose des politiques publiques qui sont orientées dans cette direction-là. À Paris également, Fabien Esculier, on a une opération d'aménagement depuis 2015 dans le quartier de Saint-Vincent-de-Paul, le plus grand projet de France. Oui, exactement. Alors, la mairie a décidé d'intégrer dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e arrondissement à Paris, une collecte d'urine qui est à la plus grande échelle qu'on connaisse aujourd'hui dans le monde occidental, c'est-à-dire collecter l'urine dans chaque foyer au moyen de toilettes à séparation d'urine. Une séparation qui se fait par un orifice spécifique et ensuite il y a un réseau de collecte d'urine et une unité de concentration qui fait que on aurait autant d'engrais avec juste les 1500 habitants de ce quartier qui seraient produits que l'ensemble de tout ce que la ville de Paris a besoin de se procurer comme engrais pour faire pousser toutes les fleurs qui sont utilisées sur la ville. Donc ça donne un peu une idée de la quantité et bien sûr à terme l'idée ce serait que ces engrais puissent être exportés de la ville également pour la fertilisation des terres. Voilà, un sujet qui relie l'intime de notre vie à des dynamiques planétaires et qui est donc très porteur pour aborder des questions de transition. Merci, un grand merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Je rappelle que votre ouvrage, Fabien Esculier, Une autre histoire des excréments chez Actes Sud, vient de paraître en librairie et c'est franchement croustillant, sans mauvais jeu de mots. Merci beaucoup, tout de suite.